Mesdames et messieurs, bonjour. La cérémonie de doctorat honoris causa du professeur Raphaël Correa va commencer. Je vous demanderai pour des raisons pratiques de mettre vos téléphones portables en mode silencieux, s'il vous plaît. Très bien, je suis Pierre Berthaud, je suis donc le maître de cérémonie de cette cérémonie. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur Correa, Madame le Consul de la République de l'Équateur à Bruxelles, Monsieur le maire de Grenoble, Monsieur le vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la présidente de l'Université Grenoble-Alpes, Monsieur le président de la communauté Université Grenoble-Alpes, Monsieur le directeur du département géosciences de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, Monsieur le directeur scientifique de l'IRD, mission interdisciplinarité, délégué scientifique pour le site de Grenoble, Monsieur le représentant de l'IRD en Équateur, Mesdames et Messieurs les directeurs de laboratoire, Mesdames et Messieurs les vice-présidents et les directeurs de composantes de l'Université Grenoble-Alpes, Mesdames et Messieurs, chers collègues, l'université est un lieu de savoir. Elle délivre le titre de docteur honoris causa pour, je cite le texte officiel, honorer une personnalité en raison des services éminents qu'elle a rendus aux sciences, aux lettres, aux arts, à la France ou à l'université. Les universités de Grenoble, les universités à Grenoble, ont en la matière une longue tradition, mais une liste beaucoup plus courte de noms qu'elles ont voulu ainsi reconnaître au fil du temps comme autant de guides pour la construction de leur identité, autant de phares pour assurer leur rayonnement national et international. Mais le doctorat honoris causa que nous nous apprêtons à remettre aujourd'hui au professeur Correa a quelque chose d'unique et qui le restera, puisqu'il est le tout premier que l'Université Grenoble-Alpes, nouvellement constituée, pourra s'enorgueillir d'avoir décerné. Des services éminents, professeur Correa, vous en avez assurément rendu. D'abord, en parvenant à concilier au plus haut niveau le savoir et l'action, la connaissance académique et l'engagement public. Le professeur d'économie que vous êtes devenu à la suite de votre doctorat a su consacrer son savoir, a su également l'ajuster à la conduite de l'État de la République de l'Équateur pendant 10 années, de 2007 à 2017. Des services éminents, vous en avez ensuite rendu en apportant la preuve, par l'expérience, qu'un pays comme le vôtre pouvait suivre son propre chemin et se démarquer de la doxa internationale en matière de politique de développement et en matière de politique macroéconomique, sans s'affaiblir, c'est tout le contraire, et sans non plus fragiliser ses voisins, ses partenaires et les autres pays de la communauté internationale. Il y a là un puissant message pour de nombreux chercheurs et pour des responsables politiques dans le monde. Des services, vous en avez rendu, enfin, en interpellant la communauté internationale sur le projet Yasuni-ITT, un plan extrêmement audacieux et novateur sur la gestion et la préservation des biens communs. Oui, professeur Correa, nous nous félicitons donc de vous accueillir et d'avoir choisi de vous honorer pour cette première cérémonie de docteur honoris causa de l'Université Grenoble-Alpes. Cérémonie dont voici le déroulement. Madame Lise Dumazy, présidente de l'université, prononcera dans un instant un discours d'ouverture. Elle sera suivie par un discours de Monsieur Thierry Lebel de l'Institut de recherche pour le développement. Puis Monsieur Michel Roca, professeur à la faculté d'économie, procédera comme il se doit à l'éloge du récipiendaire avant une respiration musicale par le quatuor du campus. La parole sera ensuite donnée à M. Correa, récipiendaire, qui nous livrera la teneur de son discours. Viendra enfin le moment solennel de la remise du diplôme, de l'épitoge, de la médaille au professeur Correa par Madame la présidente de l'Université Grenoble-Alpes.
La cérémonie sera clôturée par un concert du Quatuor du campus. Je vous remercie et je donne immédiatement la parole à Madame la Présidente de l'Université. Mesdames, Messieurs, je ne refais pas l'ensemble des salutations protocolaires, mais je les pense fortement. Et merci d'être là, chers et chers collègues, Monsieur le Président. C'est un grand honneur pour notre université que d'accueillir, pour en faire le premier docteur honoris causa de notre université fusionnée, l'Université Grenoble-Alpes, une personnalité de tout premier plan, le professeur Rafael Vicente Correa Delgado, économiste et président de l'Équateur de 2007 à 2017. Par ce choix, notre université reconnaît un éminent économiste qui, de plus, a mis sa science à l'épreuve des faits et au service de son pays. L'alliance n'est pas si courante et elle ne peut qu'être honorée par notre université qui vise certes l'excellence scientifique, mais qui se veut aussi engagée au service du progrès social. C'est bien sûr d'abord l'économiste qui est ici célébré sur proposition du Centre de recherche en économie de Grenoble, puisque c'est un doctorat, honoris causa certes, que nous décernons. Rappelons que Rafael Correa, issu d'une famille pauvre, a entrepris des études d'économie à l'Université catholique de Santiago de Guayaquil, sa ville de naissance, avant de les poursuivre avec une bourse à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, puis à l'Université de l'Illinois, aux États-Unis, où il fit sa thèse sous la direction du professeur Werner Baer, spécialiste mondialement connu et reconnu de l'économie brésilienne en particulier. De 1993 à 2005, il enseigne l'économie à l'Université San Francisco de Quito. Et depuis 2017, et sa décision de ne pas se représenter à cette élection présidentielle, Rafael Correa s'est retiré en Belgique, pays d'origine de son épouse, Anne Malherbe, où il enseigne l'économie. Nous n'avons évidemment pas à entrer dans les détails de l'action politique d'un président, fût-il docteur ou futur docteur de notre université. D'autres pourront d'ailleurs, avec plus de compétences que moi, évoquer les aspects de sa politique économique. Rappelons que le CREG, le Centre de recherche en économie de Grenoble, est en rapport avec les institutions de formation et de recherche en Équateur depuis une dizaine d'années et que l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, a également une longue tradition de coopération avec l'Équateur. Ces coopérations, pour scientifiques qu'elles soient, visent également à promouvoir le progrès social et humain. Et c'est parce que l'action du président Correa s'est également explicitement fixé ce but et a obtenu des succès avérés que nous sommes fiers aujourd'hui de lui décerner le doctorat honoris causa de notre université. J'évoquerai donc pour finir plusieurs aspects de cette politique auxquels nous ne pouvons qu'adhérer. Une plus large reconnaissance des droits des populations indigènes. Rafael Correa a passé 1 an en immersion dans la communauté des Indiens Zambawa, auprès desquels il apprend la langue quechua. La nouvelle constitution du 25 juin 2008, qu'il promeut par référendum, donne aux langues quechua et shuak un statut de langues officielles. Le souci d'une révolution citoyenne qui passe par les urnes. Rafael Correa a été élu 3 fois président de 2007 à 2017, avec des majorités confortables mais non suspectes, à l'issue d'élections démocratiques que le contexte en Amérique latine et d'ailleurs aussi ailleurs ne favorise pas toujours. Il a renégocié la dette astronomique du pays, 10 milliards d'euros, en s'appuyant sur la notion de dette illégitime, un exemple que nous pourrions méditer. Il a augmenté les investissements publics dans la santé et l'éducation. Les budgets consacrés à ces secteurs ont triplé. Conséquence, entre 2007 et 2016, l'espérance de vie a augmenté de 2 ans. L'analphabétisme est passé de 9,3% en 2007 à 2,7% en 2009. Il a, dans le même temps, modernisé les infrastructures du pays et accentué la lutte contre la fraude fiscale, un sujet à l'ordre du jour, faisant passer les recettes fiscales du pays de 3,5 milliards en 2006 à 13,5 milliards en 2014. Selon la Banque mondiale, un organisme peu suspect de complaisance en l'occurrence, la pauvreté en Équateur a fortement reculé en quelques années, passant de 36,7 en 2007 à 22,5 en 2014. Je pense que beaucoup de chefs d'État
et de professeurs et de docteurs pourraient à juste titre être fiers d'un tel bilan. Je le suis pour ma part, au nom de l'Université Grenoble-Alpes, de l'hommage rendu aujourd'hui à Raphaël Correa et, à travers lui, à l'alliance que nous devons nous fixer de la science et du progrès, un bel idéal, plus que jamais désirable. Merci. Merci. J'appelle maintenant Monsieur Lebel. Madame la Présidente, Monsieur le Président, il n'est pas usuel de pouvoir honorer, comme nous le faisons aujourd'hui, un homme qui a exercé la plus haute responsabilité politique dans son pays, tout en étant reconnu internationalement par ses travaux de recherche dans sa discipline, en l'occurrence l'économie, même si on dit parfois que Dieu a créé les économistes pour consoler les météorologues de la médiocrité de leurs prévisions. C'est une maxime qui me va droit au cœur compte tenu de mes propres activités scientifiques. C'est donc un honneur et un plaisir pour moi de représenter ici aujourd'hui la communauté des scientifiques de l'Institut de recherche pour le développement, en particulier tous ceux qui ont travaillé et travaillent encore en Équateur, et ça pour trois raisons essentielles au moins. Tout d'abord, comme ça a déjà été évoqué un peu en creux par Madame la Présidente Dumazy, à une époque où se manifeste de désolantes tendances au repli des pays sur eux-mêmes et à une défiance revendiquée de certains dirigeants des plus grands pays de la planète vis-à-vis de la science, je pense que ce sont tous les membres de la communauté académique qui ne peuvent que se sentir confortés par cette cérémonie qui donne du sens à leur métier au service du progrès de l'humanité. Et il n'est pas anodin que ce soit un président de la République qui a tant fait pour l'avancement de la science et des universités dans son pays qui nous réunit ici aujourd'hui. Un deuxième motif pour nous réjouir de la présence du président Correa à Grenoble est que l'Équateur est un laboratorio para el mundo, comme le titrait il y a un an la revue Nian, qui revenait sur la longue tradition de collaboration scientifique entre chercheurs équatoriens et chercheurs français. C'est une tradition qui remonte à la première expédition de la Condamine à la fin du XVIIIe siècle, qui s'est prolongée par une grande expédition géodésique à la fin du XIXe, qui a été menée à l'initiative des autorités équatoriennes et qui ont été l'occasion de nouer des relations scientifiques et amicales entre scientifiques équatoriens et scientifiques français, à l'image de celle que nous célébrons aujourd'hui. Et en 2016, ce sont les scientifiques de l'IRD qui ont prolongé cette saga avec leurs collègues équatoriens de l'EPN et de l'IGN en allant mesurer précisément l'altitude du Chimborazo. Les scientifiques de l'IRD ont contribué à cette expédition, mais nos relations avec les collègues équatoriens vont bien au-delà de la géodésie. Elles concernent les sciences sociales, les sciences de la vie, les géosciences, au plus près des enjeux scientifiques et sociétaux du pays, notamment en ce qui concerne les aléas sismiques et volcaniques. Et donc je salue la présence ici de Philippe Charvy et de Jean-Luc Le Pennec, qui sont tous les deux des volcanologues et sismologues et qui travaillent beaucoup en Équateur. Et dans ce domaine, il y a des projets emblématiques sur la vulnérabilité des populations à ces aléas volcaniques qui sont menés depuis plusieurs dizaines d'années par les scientifiques de l'IRD en Équateur. Et de même, l'Antizana, qui est un volcan près de Quito, constitue depuis plus de 20 ans un des deux glaciers des Andes tropicales qui sont observés par les chercheurs grenoblois de l'IRD et qui constituent les séries d'observations les plus longues de ce type dans la région pour aider à comprendre comment le réchauffement climatique va impacter les glaciers et les ressources en eau associées. Et puis enfin, la troisième raison qui donne un cachet particulier à cette cérémonie, c'est qu'il s'agit, comme l'a mentionné Lise Dumazy à l'instant, de la première remise d'un doctorat honoris causa de la nouvelle université Grenoble-Alpes, à la construction de laquelle les chercheurs de l'IRD sont particulièrement attachés et apportent leur contribution. Ces chercheurs sont regroupés dans deux grandes unités, l'ISTER et l'IGE, dont les directeurs sont présents ici aujourd'hui, toutes deux spécialisées en géosciences, internes pour l'une, externes pour l'autre, et plusieurs d'entre eux travaillent de longue date en Équateur, que ce soit dans le domaine de la volcanologie ou de la sismologie, comme je viens de le mentionner.
Et d'ailleurs, notre représentant en Équateur est donc lui-même un volcanologue et travaille de longue date dans ce pays. Et ces collaborations de grande qualité, elles contribuent d'abord à l'excellence du classement de l'Université de Grenoble en géosciences, son classement international, et elles sont incarnées par l'existence de 2 laboratoires mixtes internationaux, le LMI SVAN pour la Terre interne et le LMI GRITAES pour la glaciologie et l'hydrologie. Ces 2 laboratoires mixtes internationaux sont pilotés par des collègues équatoriens, même si leur ambition dans leurs domaines respectifs dépasse largement les seules frontières de l'Équateur. Et donc, pour conclure, je voudrais dire que dans un monde qui a autant besoin de la contribution des scientifiques pour l'aider à faire face aux défis du développement durable, il est réconfortant que nous soyons réunis aujourd'hui autour d'un collègue dont la devise est « Si se puede ». Bien, merci beaucoup. Eh bien, voici le moment arrivé pour que le professeur Michel Rocca prononce l'éloge du docteur pour le doctorat honoris causa, sur une vingtaine de minutes, s'il te plaît. Madame la Présidente, Monsieur le Président, bonjour à toutes et tous et merci au Président Correa de nous faire le grand honneur de sa présence et d'accepter ainsi d'apporter sa notoriété au rayonnement de l'Université Grenoble-Alpes, nouvelle université au développement international croissant. Monsieur le professeur, cher Raphaël, lorsque mes collègues du CREG et moi-même avons proposé à Madame la Présidente Dumazy de présenter au Conseil d'administration votre candidature au titre de docteur honoris causa, nous savourions déjà ce moment d'échange. Échange qui se prolongera ce soir par une conférence débat en ville et demain par un séminaire de recherche du laboratoire CREG consacré aux politiques alternatives de développement. Je dis « nous » car les propos qui suivent sont le résultat d'un travail collectif mené avec mes collègues Pierre Berthaud, Figuière, Ponceau et Tawil, qui tous sont très impliqués dans la coopération que nous menons depuis de nombreuses années avec le monde universitaire équatorien. Quelle rare opportunité de se confronter à l'expérience d'un collègue ayant assumé une décennie de responsabilité politique de premier plan, l'amenant à mettre effectivement en œuvre des politiques publiques en faveur du développement. Objet de recherche, le développement d'une partie des économistes grenoblois. Quelle grande opportunité, surtout, et nous allons faire des blagues sur les économistes, quelle grande opportunité, surtout, de se retrouver à échanger avec un économiste qui a participé à faire l'économie, au sens où les grands institutionnalistes, Ely, Commons ou Veblen, même Keynes, la faisaient, c'est-à-dire proposer concrètement un devenir à une économie nationale. Il faut bien admettre ici que les économistes commandent souvent la marge de l'économie avec autorité, mais sans jamais avoir à assumer des choix de structure ou leurs effets. Au moment de proposer votre candidature, nous étions pourtant assez inquiets, non pas de l'appui très bienveillant de Madame la Présidente ou du résultat du vote du CA, qui, je vous rassure, Raphaël, a été unanime, mais de notre propre capacité à mettre en lumière l'exemplarité de votre parcours d'économiste de rang international, économiste ayant réussi sur le plan économique, des résultats en matière de développement, réussi aussi sur le plan politique, une véritable transition démocratique, réussi enfin et peut-être surtout sur le plan des idées, ce que nous tenterons de montrer. En effet, vous avez dirigé pendant 10 ans un pays d'Amérique latine, aujourd'hui cité en exemple par les plus grands organismes de recherche, je pense notamment au rapport du CEPR de février dernier, et par les bons connaisseurs des questions économiques en Amérique latine. Cette cérémonie nous réunit certes pour distinguer un homme exemplaire. Madame la Présidente l'a rappelé. Elle nous offre aussi l'occasion de relever un défi. Le défi de répondre à la question si cruelle que la société civile adresse souvent aux économistes. La même question que la reine d'Angleterre adressée au prestigieux corps professoral de la London School of Economics au moment de la crise de 2008. En quoi être économiste est-il utile à la conduite des affaires d'un pays ? Quel type de solution peut-il proposer? Ne fait-il pas que constater ce qui se passe pour finalement se réfugier
dans l'explication du passé. Pourra-t-on ici, au fond, adoucir le jugement du prix Nobel Krugman, qui considère que ces 30 dernières années, la macroéconomie a au mieux été spectaculairement inutile, au pire carrément nuisible. Nous nous permettrons donc d'éclairer votre parcours, les choix et les idées qui l'ont guidé, en y cherchant quelques réponses à l'interrogation sur l'utilité de l'économiste. Nous tenterons, à travers votre expérience, cher Raphaël, de faire en sorte que l'économiste gagne aujourd'hui et ici en crédibilité, tant il est souvent associé, au mieux à une forme d'impuissance face au dogme, parfois au ridicule de certaines idées importées de la sphère académique, au pire à des politiques qui n'ont pas su éviter les naufrages de certaines économies-nations. Mon collègue Berthaud ayant déjà menacé ceux qui prendraient trop de temps, juste avant cette cérémonie, je me vois donc contraint de tenter cet exercice de réhabilitation des économistes en allant très directement à 3 points qui me semblent être révélateurs de vos qualités. Les choix de l'économiste, Correa d'abord, le projet politique du président et enfin les enseignements que l'universitaire peut en tirer. Premier point, l'homme et sa formation d'économiste. De toute évidence, votre parcours n'est pas seulement un parcours au sens de celui des jeunes économistes du XXIe siècle, rivalisant de virtuosité technique pour espérer faire partie des conseillers du prince ou des lauréats de concours prestigieux. Il est plutôt l'accomplissement d'une démarche intellectuelle complète. François Pérou aurait dit d'une pensée. La pensée n'interdisant d'ailleurs nullement l'excellence de la démarche scientifique. Aussi, vous montrez très vite des aptitudes d'un économiste soucieux de la reconnaissance internationale et affirmez une démarche de recherche de haut niveau. Lise en a donné quelques aspects. Après une formation à l'université de Guayaquil, vous bénéficiez d'une bourse au mérite pour rejoindre l'université de Louvain, déjà internationalement reconnue comme un haut lieu des recherches sur le développement, puis l'université d'Illinois, où vous rédigez des articles puis une thèse sur la direction de Werner Baer. Déjà, votre thèse, 3 essais sur le développement contemporain latino-américain, adresse une critique académique reconnue aux théories standards du développement, et plus précisément aux mesures d'ajustement structurel prônées par les bailleurs de fonds internationaux. Cette formation de haut niveau international vous amène à proposer une recherche originale qui vous permet d'enseigner aux États-Unis, en Équateur, en Belgique. Mais derrière l'exemplarité de cette formation, qui aurait lancé beaucoup d'économistes vers une évidente carrière de chef économiste aux Nations Unies, se désigne très vite une pensée et un projet que le regretté Baer dit avoir perçu très tôt chez vous, le bon élève. Inspiré des volontés transformatrices de la théologie de la libération, vous adoptez l'idée humaniste que l'économie doit d'abord être au service des hommes, plus particulièrement de la lutte contre les inégalités et singulièrement de l'éradication de la pauvreté, en fait de la misère. Point de départ, cette idée appelle un projet, celui de faire confiance aux citoyens et non à l'autoritarisme de quelques-uns, citoyens seuls susceptibles d'utiliser la puissance publique pour poursuivre une ambition de transformation rapide, profonde et radicale. Je reprends vos termes, cher Raphaël. Je ne crois pas qu'il faille entendre cette ambition comme banale, certains mots utilisés pouvant parfois être un peu démonétisés. Vous êtes un économiste qui a des idées, qui compte les mettre en application pour une authentique transformation de son pays après le moment néolibéral. Et très vite, une conviction, aujourd'hui encore très présente dans vos prises de parole publiques, se précise. Réaliser ce projet suppose d'accepter un vrai combat politique démocratique. Partisan d'une politique souverainiste, au sens premier du terme, et d'intégration régionale maîtrisée, vous proposez une plus grande participation de l'État dans la gestion de l'économie en vue de mener une politique visant, et je vous cite, à libérer le pays des atavismes et des puissants intérêts nationaux et internationaux qui le dominent en faisant passer l'être humain avant le capital. La souveraineté nationale est donc celle des intérêts des citoyens. Durant cette décennie, il est frappant de constater que votre approche de l'économie est d'abord celle
d'une inscription des idées économiques dans et pour la conception d'une nouvelle société. Pour vous, une société où la satisfaction des besoins, et singulièrement ceux des plus pauvres, est l'objectif. Et nous verrons pas simplement en parole. Un économiste définirait ce choix comme la volonté d'un réencastrement de l'économie dans la société, pour reprendre le terme inventé par Polanyi. Très vite, donc, l'idée de l'action politique fait écho aux travaux académiques, montrant le caractère inadapté, voire destructeur, des solutions contenues dans l'idée d'ajustement structurel. L'idée destructrice aussi de l'endettement non maîtrisé ou non utile à la satisfaction des besoins. Conseiller économique du président, puis ministre de l'économie en 2005, vous prenez d'ailleurs très vite vos distances avec ces politiques, puis vient le temps de la formulation d'un projet collectif de société basé sur une conception renouvelée du développement. Le projet politique du président Correa maintenant, ou l'ambition de conception renouvelée. Élu président en 2007, votre premier geste politique, outre la limitation des rémunérations du personnel politique et de la haute administration, sera de mettre en place une assemblée constituante qui installe une rupture avec l'option néolibérale, mais aussi une authentique démocratie augmentée de formes participatives de la décision ou de la planification. Désormais, tout le monde vote et il est adopté le droit de tous aux soins médicaux, à la nourriture, à la sécurité sociale, à l'éducation, la gratuité des soins pour les personnes âgées, le renforcement du contrôle de l'État sur les ressources naturelles, la possibilité d'exproprier et de redistribuer les terres arables inutilisées, les droits constitutionnels pour les minorités indigènes. Un bon enseignant aurait à répéter cette liste, tant elle est le signe des transformations structurelles. Mais j'épargnerai l'Assemblée. L'énoncé du résultat est par contre indispensable. Lise m'a devancé, mais j'essaierai de donner quelques éléments. En Équateur, entre 2006 et 2016, l'économie du pays a connu une croissance annuelle moyenne de près de 4%, contre un peu plus de 2% pour le reste de la région. L'État a énormément investi dans des infrastructures permettant ainsi une amélioration spectaculaire du niveau de vie, l'analphabétisme qui disparaît, le taux de scolarisation qui augmente, avoisinant désormais ceux des pays développés. Même les observateurs les plus critiques reconnaissent la capacité de cette politique à stabiliser l'Équateur, en proie à une crise violente au début des années 2000, puis à des chocs externes répétés ensuite. Cher Raphaël, il est reconnu que vous avez, selon les termes du directeur du CEPR, réussi à reconstruire un pays avec une vraie majorité politique, réduire les incertitudes, développer les échanges internationaux et rendre l'administration plus efficace. Les explications de cette réussite méritent d'être données, et il est possible de les résumer dans des termes très simples, c'est-à-dire sans jargon économique. D'abord, il y a le fait que l'Équateur est moins sujet à l'inflation, notamment car elle utilise le dollar américain comme monnaie, avec les règles que cela impose. Malgré vos réserves initiales sur la dollarisation, cher Raphaël, vous n'êtes jamais revenu sur ce gage d'une nécessaire stabilité. Deuxième volet de l'explication, contrairement à d'autres dirigeants, vous ne vous êtes pas fâché avec tous les entrepreneurs du pays. Certains d'entre eux ont certes été contraints par des mesures de restriction des importations, par exemple, mais le président économiste a ainsi su convaincre un grand nombre d'entrepreneurs de coopérer à son gouvernement pour mener à bien ses politiques. Enfin, troisième volet de l'explication, et il convient ici de l'aborder très directement, le président Correa n'a pas réduit à néant, comme certains médias l'ont imprudemment annoncé au moment de la dernière élection, l'opposition politique de son pays. Parmi les 10 plus grandes villes du pays, aucune n'est gouvernée par le parti majoritaire et certaines ne manquent pas de porter une opposition démocratique forte depuis de longues années. Mais au-delà de ces explications d'une situation économique enviée, même si toujours à consolider suite à l'évolution des prix du pétrole, c'est plus profondément une nouvelle politique qui a été initiée, permettant à une économie de petite taille de trouver sa place dans les échanges internationaux, d'investir fortement
et de réguler ces échanges tout en gardant un contrôle suffisant sur ses choix et notamment sur l'action de la Banque centrale. L'originalité de cette politique nouvelle est certainement d'avoir proposé une stratégie que l'on peut qualifier, en tout cas nous l'avons fait comme ça, de pragmatique et progressiste dès lors qu'elle se montre toujours détachée des idéologies. Cette politique est surtout résolument volontariste, car n'hésitant pas devant les obstacles pour installer une authentique politique de développement, telle que définie par les grands auteurs classiques ou travaillée ici à Grenoble par les anciens économistes spécialistes reconnus du développement. Une politique de satisfaction des besoins et ne s'interdisant aucune innovation, jouant des dosages nécessaires entre l'initiation à de nouvelles idées et des dispositions plus habituelles. Poussées par une lecture humaniste, les évolutions constitutionnelles de 2008 ont en pratique ouvert la voie au lancement de cette nouvelle politique qui peut être comprise en revenant sur 3 dimensions principales. La gestion de la dette, la lutte contre la pauvreté et, plus originale, l'adoption du buen vivir. Concernant la gestion de la dette, question économique centrale pour un grand nombre de pays, l'Équateur fait partie des économies abondamment étudiées. En effet, Lise, en bonne économiste, a ouvert cette question. Cette dette est unilatéralement déclarée en 2008 comme illégitime, odieuse et inconstitutionnelle. L'Équateur déclare seul la cessation des paiements de la dette en obligation. Naturellement, nous avons été habitués ici à nous effrayer de ce genre de perspective. Je sens d'ailleurs une sorte d'angoisse dans l'auditoire, tant il est promis des années de souffrance au peuple confronté à cette situation. Eh bien, en Équateur, il n'en fut pas ainsi. Lorsque les créanciers ont essayé de vendre ces obligations à très faible valeur en raison de la cessation des paiements, 20% de la valeur nominale, le gouvernement coréen les a rachetés, ce qui en somme a conduit à la nécessaire restructuration de la dette. Contractée par les pouvoirs précédents, la dette a ainsi cessé d'être totalement insoutenable pour l'économie, car empêchant toute forme de choix politique. Cher Raphaël, ce choix a un caractère symbolique et politique très fort, très fort, d'autant qu'il est adressé par un pays de petite taille. En outre, il montre une fois encore, si besoin, aux économistes, que si le développement se fait toujours dans ce que Furtado nommait la dépendance, il demeure aussi la possibilité de gagner des degrés de liberté dans cette dépendance. Comme l'a noté justement le professeur Baer, vous avez d'abord agi en pragmatique, montrant si besoin, et je le cite, ce professeur Baer, que vous croyez en l'efficacité du marché, mais que le marché fonctionne en Amérique latine dans un contexte qui, auparavant, favorisait d'abord et surtout les intérêts des groupes minoritaires. Au fond, et j'aimerais que ce message soit vraiment entendu, cette critique n'est pas celle du marché, mais celle du marché à tout prix, ou celle du marché comme une loi naturelle et non comme une structure de pouvoir qu'il faut affronter en vue de construire une action progressiste. Et aujourd'hui, les mêmes bailleurs de fonds, mais également des bailleurs de fonds nationaux, sont toujours disposés à prêter à l'Équateur, engagé dans des investissements d'avenir, et la dette ne signifie donc plus l'impossibilité des choix, mais un moyen économique parmi d'autres. Et les choix seront ceux du progrès. Deuxième dimension forte de votre action, la lutte contre la pauvreté. À propos de la pauvreté, chacun peut se souvenir de la parole de Gandhi, considérant qu'elle constituait la pire forme de violence. Pour vous, cher Raphaël, cet enseignement est pris à la lettre et donc au sérieux. Cela se traduit immédiatement par une rupture politique très forte, une augmentation inédite des investissements dans l'ensemble des infrastructures, routes, hôpitaux, écoles, électricité, et le doublement, voire le triplement immédiat des budgets finançant des besoins sociaux. Lise l'a rappelé, en 10 ans, le taux de pauvreté a presque été divisé par 2, chutant en moyenne à 23% de la population, ce qui place l'Équateur en tête des pays d'Amérique latine. Il n'est pas besoin d'en dire plus sur ce choix
de changement de société opéré par un transfert massif de ressources. Les témoignages qu'on peut recueillir en ville ou dans les campagnes ne viennent que confirmer les chiffres. En Équateur, le personnel de maison bénéficie désormais en pratique d'une retraite, remplaçant le travail pour la vie, et d'une prise en charge complète de ses soins de santé. Le changement d'horizon est donc radical. Si une orientation forte des ressources a été nécessaire, l'ambition de ces politiques a bien été de provoquer une évolution des structures de la société. Au-delà des habituelles logiques de charité qui ne font que pérenniser la misère, l'action de développement était structurelle, et ce mot est important pour les économistes. Désenclaver les communautés, leur apporter soins et éducation, former des personnels et une administration pour accompagner dans la durée ces changements. Je pense notamment à la réforme de l'enseignement supérieur. Il est ainsi à noter que l'Équateur bénéficie aujourd'hui en Amérique latine du taux de poursuite d'études supérieures le plus élevé. Ces changements de structure propres aux dynamiques de développement s'incarnent enfin dans le cas de l'Équateur, dans un changement de conception, d'idées, qui semble en fait le plus moderne et révolutionnaire à la fois, le buen vivir. Le buen vivir, il faut comprendre ici le bien vivre, ou plutôt le vivre en plénitude. Cette conception est la promesse d'un développement harmonieux des sociétés humaines. Adoptée en référence aux conceptions philosophiques des communautés indiennes, que vous connaissez très bien, le concept de buen vivir a reçu une première reconnaissance institutionnelle en 2008, lorsqu'il est inscrit dans la Constitution, la Bolivie prenant la même initiative l'année suivante. Selon cette conception, peut-être difficile à définir en quelques mots, la possession n'est plus le centre de l'épanouissement humain, ce dernier étant à construire dans un rapport harmonieux de l'homme à la nature. Et la nature devient un sujet de droit. Plurinational, composé des différentes cultures et langues indiennes, l'État a par ailleurs l'obligation, de reprendre le pouvoir sur son économie et de lutter contre les inégalités en favorisant ces rapports harmonieux. Un ensemble de moyens techniques nouveaux est mobilisé, et notamment la propriété collective des terres par les communautés est reconnue. Aujourd'hui, le buen vivir n'est donc plus seulement le doux rêve indien parfois conté. Le buen vivir est un idéal de vie indien qui s'affirme dans plusieurs pays d'Amérique latine et suscite de l'intérêt car il pense le développement humain en harmonie avec la nature. La mise en œuvre des principes du buen vivir est certes difficile concrètement et les changements relèvent du long temps. Toutefois, les premiers pas sont engagés et déjà les expériences européennes s'inspirent de cette volonté de créer des liens plus harmonieux entre les hommes et entre les hommes et la nature. À l'origine du buen vivir, il y a bien l'idée centrale que la cosmogonie indienne, selon laquelle la nature est une personne en soi, animée, généreuse, fragile, à l'image de l'homme, tous deux sont égaux, complémentaires et interdépendants. Ils veillent respectivement l'un sur l'autre et aspirent à une vie harmonieuse. La nature fournit aux êtres humains des ressources que ceux-ci prélèvent avec parcimonie à mesure de leur renouvellement. Ces ressources appartiennent à la collectivité et la notion de propriété privée n'existe pas. Le buen vivir appelle logiquement un principe de vie communautaire, fait d'entraide, de responsabilité partagée, de production collective et de distribution des richesses selon les nécessités des membres de la communauté. En théorie, l'idée du buen vivir s'oppose donc frontalement à l'idée que nous pourrions supprimer la pauvreté par une croissance économique infinie. Elle ouvre plutôt la voie à une vision anticonsumériste et hostile au gaspillage qui rejoint directement les convictions très contemporaines et occidentales des mouvements d'idées qui appellent de plus en plus fortement à un virage urgent en matière de développement soutenable, à la nécessité impérieuse d'une transition en profondeur de nos sociétés. Avec le buen vivir, et j'insiste beaucoup sur cette notion, la politique équatorienne annonce une réorientation de l'économie. Saccager la nature n'est plus une solution.
et il faut trouver des manières plus respectueuses pour extraire les minéraux. L'usage de méthodes moins destructrices de l'environnement. Le buen vivir est donc un horizon qui sera atteint en répondant à une question simple et redoutable. Comment payer des écoles, des soins de santé et répondre aux besoins essentiels des populations sans dévaster l'économie? Pour cela, la conception de l'action publique en Équateur a été profondément renouvelée. L'État ne voit déjà plus les allocations comme des charges, mais comme un instrument de souveraineté économique, car la volonté de redistribuer les richesses pousse à nationaliser certains secteurs de l'économie, l'énergie, les transports, les télécommunications. On voit ici, en pratique, comment le buen vivir se diffuse pleinement dans la société, ce qui, à l'origine, est une affirmation identitaire des communautés indiennes, est devenu un besoin d'affranchissement des sociétés entières qui cherchent à échapper à la totale domination des jeux de marché. Il reste désormais à voir comment le pays peut vraiment générer une économie respectueuse de l'environnement en s'émancipant définitivement de l'exploitation outrancière du sous-sol. Le chemin ouvert est évidemment long et parfois très difficile, et cher Raphaël, vous en avez fait l'amère expérience. L'ouverture de l'exploitation pétrolière dans le parc Yasuni a montré, si besoin, comme dans d'autres pays, que les besoins essentiels nécessitent aussi et parfois de rechercher les recettes d'exportation. Toutefois, le cadre d'une nouvelle politique économique est posé, en prenant un partage des ressources et en s'affranchissant, chaque fois que nécessaire ou possible, politiquement des lois du marché. Peut-être vivre mieux avec moins, mais surtout vivre autrement. Enfin, quel enseignement l'économiste, ou plus largement l'universitaire, peut-il tirer de l'exemplarité de votre parcours? Au terme de cet éloge, nous pourrions amplement nous satisfaire de ce bilan de politique économique mené avec succès et d'un bilan personnel flatteur, cher Raphaël. D'autant que ces bilans furent obtenus au prix d'affrontements politiques majeurs, personnellement très risqués, et qui resteront une page importante, certains disent nouvelle, de l'histoire de l'Équateur. En définitive, des affrontements de conception entre groupes sociaux, bien que radicalement opposés en matière de stratégie de développement, qui n'ont pas emmené l'Équateur en dehors du champ de la démocratie, de la souveraineté, du progrès social et de la liberté, comme le rappelait il y a peu Noam Chomsky. Ces tensions sociales ont en vérité leur explication, et il faut l'admettre. Il faut bien reconnaître qu'il est très désagréable pour les citoyens les plus aisés ou possédants de devoir contribuer par un impôt démocratique au développement d'une protection sociale, d'un système de retraite et d'infrastructures. La tension de se soustraire à cet impératif de solidarité est déjà forte dans les pays où le principe est pourtant admis de longue date. Cette tension est irrépressible dans les pays où il n'est pas encore complètement admis. Et il n'est point besoin de redire combien l'envol de l'Équateur aura trouvé d'autres souffles et d'autres ressources pour faire que l'impératif de développement économique puisse s'installer dans la durée. Au moment de vous laisser enfin la parole, cher Raphaël, votre décennie de présidence laisse pour nous économistes, mais aussi pour tous les progressistes, une trace profonde. Plus profonde que celle de votre réussite d'économiste président. Une trace intellectuelle. Si l'on reprend l'inquiétude de la reine d'Angleterre, citée au début, cette réussite montre aux économistes de métier et aux policymakers que des stratégies alternatives de développement sont concrètement possibles, si elles sont inscrites dans l'innovation des méthodes et des choix, la satisfaction des besoins humains, mais surtout dans une rigueur que Pérou aurait qualifiée de cardinale, les choix démocratiques. Cet espoir est d'autant plus entraînant, cher Raphaël, que ces alternatives ont permis à un changement d'idées de triompher contre le fatalisme et les blocages souvent véhiculés dès lors qu'il s'agit de progrès.
Ce changement est reconnu par vos admirateurs, mais aussi par vos détracteurs les plus violents, comme un mélange de pragmatisme qui mêle idées anciennes et innovation conceptuelle. C'est aussi l'affirmation que le progrès d'une société n'est pas, comme le disait Roosevelt en 1932, affaire d'idéologie, mais de volonté de satisfaire des besoins. Lui parlait de ses amis, le peuple américain écrasé par la grande crise. Vous parlez des citoyens. Au total, ne peut-on donc pas penser, un peu plus optimiste, au fond, à la fin de cet éloge, que votre parcours, comme celui de Roosevelt, à une autre époque et dans d'autres circonstances, est aussi un message convaincant de la possibilité d'une résistance, mais surtout d'une alternative face à la tyrannie d'idées imposée contre l'intérêt des peuples. Il nous faut le voir ainsi, nous le croyons. Naturellement, cher Raphaël, il y a certainement dans ces quelques mots, et je vous prie de nous en excuser par avance, des simplifications, des oublis, mais le temps est écoulé, ou des lectures malencontreuses que nous aurions pu faire de votre pensée. Autant d'imperfections que nos nombreuses missions en Équateur n'auraient pas permis de corriger. Ces maladresses sont le seul fruit d'un enthousiasme à peine masqué de vous avoir parmi nous. De la conviction aussi que votre expérience permet de croire que la pensée et l'engagement de l'économiste peuvent, à des conditions que vous avez réunies, changer le cours des choses et faire que l'universitaire, par l'action, puisse s'inscrire sa trace d'homo faber selon la conception de Hannah Arendt. Un homme qui cherche à produire une œuvre, un changement véritable, et impose en toute souveraineté sa marque et sa volonté. Il est parfois tentant, nous l'avons suggéré, de vouloir faire l'économie des économistes. Votre expérience d'économiste président préserve sans nul doute de cette tentation. En vous remerciant encore, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, cher Raphaël, de l'honneur que vous faites à notre communauté d'économistes et d'universitaires grenoblois de votre présence et de vos apports à la réflexion sur le développement harmonieux des sociétés. Bien, merci beaucoup. En principe, nous devrions maintenant avoir un intermède musical avec le Quatuor du Campus. Donc, j'appelle les personnes pour qu'elles s'installent. Merci. On peut les applaudir, hein.
discours de réception du doctorat honoris causa par le professeur et président Correa. Vous avez la parole. Madame la présidente de l'université, chers collègues, professeurs, mesdames et messieurs, je suis très honoré de recevoir cette reconnaissance et très heureux d'être à l'Académie. Comme cela a déjà été dit, toute ma vie, avant d'être président de la République de l'Équateur, j'étais professeur à l'université. J'aime l'Académie. Et elle me manque vraiment, surtout quand les différences entre la vie politique et la vie académique se font sentir autant. Alors que dans l'Académie, ne pas dire la vérité est un péché, dans la vie politique, il semblerait que dire la vérité, c'est au contraire le péché. Alors que dans les milieux universitaires, il est inacceptable de signer un papier qu'on n'a pas rédigé, dans l'exercice de la présidence, c'est synonyme d'efficacité. Dans l'Académie, on trouve souvent le meilleur de l'humanité, car ce n'est pas le pouvoir ou l'argent qui motive les membres de l'Académie, mais la génération de connaissances, la recherche de la vérité. En politique, bien qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui ne cherchent que le bien commun, malheureusement, trop souvent, on y trouve aussi le pire de la nature humaine. Il semble que parfois cette phrase de Robespierre est toujours valable. Le temps n'est point arrivé où les hommes de bien peuvent servir impunément la patrie. C'est pour ces raisons que le retour à l'Académie renouvelle mon âme, surtout lorsque le hôte est l'une des meilleures universités au monde, l'université Grenoble-Alpes. Je viens de l'Équateur, le pays mégadivers le plus compact du monde. Si nous combinons la biodiversité terrestre et marine, nous avons le plus grand nombre d'espèces sur la planète. Tout cela sur un territoire de seulement 256 000 km², soit moins de la moitié du territoire de la France. Mon rêve a toujours été de travailler pour mon pays, un pays extrêmement beau, mais l'un des plus injustes du monde. La vie m'a donné non seulement cette opportunité, mais le plus grand privilège auquel un citoyen puisse aspirer, être président de la République, est ainsi présider non pas une époque de changement, mais un véritable changement d'époque. En 10 ans de présidence, nous avons pu faire beaucoup, mais évidemment, nous n'avons pas pu tout faire. Ce qui est d'ailleurs souvent critiqué par les médiocres. Sans aucun doute, nous avons un pays totalement différent de celui que nous avons reçu en 2006. Dans ce que nous appelons la décennie gagnée, la taille de l'économie a doublé. Malgré 12 années extrêmement difficiles et l'absence d'une monnaie nationale, nous avons un taux de croissance plus élevé que la moyenne de la région. Nous sommes passés d'être un pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire, un pays à développement humain moyen à un pays de développement humain élevé. Des études internationales montrent que nous sommes de loin les pays qui ont su le mieux profiter du boom pétrolier. Selon la Commission économique pour l'Amérique latine, CEPAL, nous sommes aujourd'hui parmi les 3 pays les moins inégalitaires d'Amérique du Sud, alors qu'il y a 10 ans, nous étions parmi les plus inéquitables. Nous avons réussi à réduire la pauvreté multidimensionnelle, les critères de pauvreté les plus complets, de 16,5 points, ce qui signifie 1,8 million d'Équatoriens sont sortis de la pauvreté. Ces dernières se sont réduites grâce à la croissance économique, mais surtout grâce à la redistribution de revenus. La pauvreté n'a pas été maquillée. Nous avons attaqué ces causes structurelles. En matière de développement social, de grands progrès ont été accomplis. Entre autres, un système éducatif qui, selon l'UNESCO,
est celui qui avance le plus dans la région. Dans l'infrastructure productive, nous sommes considérés comme le meilleur pays de l'Amérique latine en matière de voirie, alors qu'auparavant, nous étions les pires. Et nous sommes devenus un pays doté de souveraineté énergétique et exportateur d'énergie, alors qu'auparavant, nous devions l'importer. En général, nous avons une compétitivité systématique bien plus élevée qu'il y a 10 ans. Nous avons également une décennie gagnée dans notre système politique, dans la construction d'institutions, l'efficacité de l'État, dans la solidité de notre démocratie. Notre projet politique, appelé la Révolution citoyenne, a remporté toutes les élections, soit un total de 14 en une décennie. Avant notre gouvernement, en 10 ans, nous avons subi 7 présidentes. Et aucun des 3 présidents élus n'a pu terminer son mandat. Au contraire, au cours de la dernière décennie, il n'y a eu qu'un seul président, élu 3 fois de suite. Lorsque j'ai quitté le pouvoir, pour la première fois en plus de 20 ans, un président élu passait le pouvoir à un autre président élu. C'est ce rêve de servir mon pays qui m'a incité à me préparer avec le plus grand rigueur possible. Je viens d'une famille plutôt pauvre. Quand j'avais 8 ans, mes parents sont divorcés. Aucun d'entre eux n'a terminé le lycée. Mais ils ont su donner à leurs enfants 2 choses de base. Une bonne alimentation, grâce au travail de ma mère dans un supermarché, et une bonne éducation, grâce à mon père, qui a obtenu pour nous des bourses dans de très bonnes écoles. J'ai également pu étudier l'économie grâce à une bourse universitaire. Quand j'ai terminé mes études universitaires, lors d'un événement qui s'est déroulé au campus, j'ai vu un stand qui parlait du problème indigène en Équateur. Bien que j'étais presque un économiste, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ces problèmes. Et j'ai eu honte. Ainsi, pratiquement les jours après avoir reçu mon diplôme, j'ai pris mon sac à dos et j'ai demandé à un bon ami à moi, le directeur de la communauté salésienne, où se trouvait leur mission indigène. Et il m'en a parlé de 2, Cayambe et Sumbawa. La première, je la connaissais. La seconde, je n'avais même jamais entendu parler. Et bien sûr, j'ai choisi Sumbawa, qui s'est révélé être l'une des régions indigènes les plus pauvres du pays. Jusqu'à cette époque, j'avais vécu toute ma vie dans ma ville natale, Guayaquil, à 4 mètres au-dessous du niveau de la mer. Du jour au lendemain, j'ai déménagé pour vivre à 3600 mètres d'altitude. En tant que jeune économiste, très fier, et vous savez à quel point les économistes peuvent être humbles, je suis allé à Sumbawa pour enseigner. Mais en fait, je n'ai jamais autant appris. Je considère Sumbawa encore comme ma meilleure formation post-diplôme. J'ai rencontré des gens merveilleux, ces missionnaires qui ne travaillent pas qu'un an, mais toute leur vie, qui illuminent sans briller, tandis que beaucoup d'entre nous brillons souvent sans illuminer. J'ai découvert le monde indigène et j'ai trouvé la réponse à ma question. Le problème indigène, c'est la misère, le fruit de siècles d'exclusion et d'exploitation. Cependant, il faut faire attention de ne pas tomber dans les mythes, comme c'est souvent le cas ici en Europe. Sans aucun doute, nos peuples ancestraux ont été victimes d'injustices historiques, mais cela ne leur donne pas la suprématie morale sur les non-victimisés. Cela ne fait pas d'eux une référence de vie. Ils ne les exemptent pas de responsabilité pour les situations actuelles. À Sumbawa, j'ai aussi appris un peu de quichua, la langue indigène, ce qui sera très utile pour ma vie politique future. Chers amis, je ne prétends pas vous servir d'exemple. Mais si vous voulez mon conseil, soyez libre. Prenez votre sac à dos et suivez vos idéaux.
La vie n'est pas une course de vitesse, mais bel et bien de résistance. Après cette année de bénévolat, j'ai commencé à chercher des bourses pour pouvoir faire un diplôme d'études supérieures en économie. J'en ai obtenu deux. Une aux États-Unis et une autre de la coopération belge. Comme bon apprenti révolutionnaire, à cette époque-là, j'étais encore un peu anti-yankee. J'ai donc choisi d'aller en Belgique pour faire ma maîtrise à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Au début, j'ai fut extrêmement dur. Ma formation d'économiste était assez mauvaise. Quelque chose que j'ai soupçonné, mais dont je n'imaginais pas l'ampleur. Je me souviens, quand j'ai vu ma première fonction d'utilité, et en français, j'ai presque pleuré. Mais c'était aussi très enrichissant de passer d'être la tête de la souris à être la queue du lion. Après 2 années d'études, plus 6 mois sans bourse, travaillant là où je pouvais pour pouvoir être auprès d'Anne, ma fiancée belge, je suis retourné en Équateur avec ma maîtrise sous les bras. Après une étape courte et malheureuse dans la fonction publique équatorienne, car je voulais changer le monde et j'ai failli être jeté en prison pour essayer de lutter contre la corruption, je suis devenu professeur d'économie à l'Université San Francisco de Quito pour me consacrer à l'académie. J'avais encore beaucoup plus de questions que de réponses. J'ai même enseigné des choses dont je n'étais pas convaincu. Paraphrasant Joan Robinson, un célèbre économiste anglais, j'ai enseigné l'économie, mais je ne savais pas si j'ai gagné honnêtement ma vie. Après quelques années dédiées à notre foyer, et maintenant avec 2 filles merveilleuses, en 1997, j'ai postulé à plusieurs universités américaines pour faire mon doctorat. Finalement, j'ai choisi l'Université d'Illinois, à Urbana-Champaign, qui, en plus de sa qualité académique, m'a offert une aide financière importante, indispensable pour étudier en famille. Donc, avec mes 34 ans sur l'épaule, je suis arrivé aux États-Unis. Nous vivons dans Orchard Down, l'une des résidences universitaires dont je garde de beaux souvenirs, où, en hiver, vous pouviez choisir votre raison pour ne pas dormir, soit le froid ou le bruit du chauffage. Le fait que je ne parlais pas bien l'anglais et les lacunes que j'avais encore dans ma formation académique ont rendu les premiers mois très difficiles. La famille était très heureuse, même si au début nous comptions chaque sou et Anne ne voyait que mon dos, car je n'arrêtais pas d'étudier. Finalement, j'étais le premier étudiant de ma promotion à terminer mon doctorat, puisque l'aide financière ne durait que 4 ans et qu'avec 2 filles, je n'avais pas le choix. La morale de tout cela, c'est qu'un doctorat, c'est beaucoup plus de transpiration que d'inspiration. Même si un peu de chance et de bons conseils aident toujours. Avec le recul, ces années ont certainement été les plus heureuses de notre vie de famille. Urbana-Champaign me rappelle toujours que le bonheur n'est pas l'argent ou le pouvoir, c'est la famille, les amis, être parmi des égaux, le plaisir de la vie quotidienne. Nous sommes retournés en Équateur à la fin du mois d'août 2001 et j'ai repris mon poste à l'Université San Francisco de Quito, c'est à quoi je m'étais engagé. Quelques jours plus tard, nous recevions la terrible nouvelle du 11 septembre. En 2005, étonnamment, surtout pour moi, j'ai été nommé ministre de l'économie de l'Équateur. Après 100 jours, j'ai dû démissionner car le Fonds monétaire international et la Banque mondiale s'opposaient à mes politiques économiques, que jouissaient d'un large soutien populaire. Je suis retourné à l'Université San Francisco et un vendredi, alors que plein d'étudiants s'étaient inscrits pour suivre mes cours pour le nouveau semestre qui commençait le long du suivant, j'étais licencié après 14 ans de travail avec comme seul argument que j'étais un politicien. Au chômage, et par urgence de trouver un métier, je suis devenu candidat à la présidence de la République. Le reste, c'est de l'histoire.
Le 15 janvier 2017, je suis devenu président de la République de l'Équateur. Ce fut un jour presque aussi heureux que le 24 mai 2017, quand plus de 10 ans plus tard, j'ai quitté la présidence pour retourner à une vie normale en Belgique et rendre à ma famille une partie du temps et de calme que je leur avais volé pendant les dernières décennies. C'est l'un des plus grands dilemmes du politicien. La décision que l'on prend affecte toute la famille, qui perd sa vie privée, sa sécurité même, ainsi que le simple bonheur de vivre une vie tranquille. Alors, pourquoi choisir la politique? On peut servir n'importe où, par exemple dans l'académie. On peut aussi faire du bénévolat. Le bon cœur et la solidarité spontanée seront toujours nécessaires. Mais nous ne pouvons pas nous leurrer. Les pauvres socio-économiques ne cesseront pas d'être pauvres avec la charité, mais avec la justice. Et pour cela, il est nécessaire de capter le pouvoir politique. Cela provoque parfois de gros problèmes. Comme l'a dit Don Helder Camara, évêque de la théologie de la libération, j'ai nourri un pauvre et l'on me dit que je suis enceinte. Je demande pourquoi les pauvres n'ont pas de quoi se nourrir et l'on me traite de communiste. L'Évangile dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton corps. Vous pouvez être sûr que mon trésor n'est pas le pouvoir, mais le service. Je n'ai jamais cherché à être importante, seulement à être utile. La recherche du bien commun doit être la raison d'être de l'autorité politique. C'est ce bien commun que nous avons essayé de construire pendant toutes ces dernières années en Équateur. Chers amis, malgré les nombreuses années de préparation académique, et maintenant une vaste expérience politique au plus haut niveau, j'ai encore beaucoup plus de questions que de réponses. Mais au moins, je n'ai pas peur de confesser mon ignorance. Et je voudrais bien partager avec vous quelques doutes, ainsi que certaines certitudes. Il est clair que l'économie n'est pas une science exacte. Et souvent, ce que nous appelons la théorie économique est, au mieux, l'opinion dominante, ou seulement de l'idéologie déguisée en science. La neutralité scientifique n'existe pas. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus d'être impossible, la neutralité scientifique n'est pas nécessaire. Vous pouvez être objectif sans être impartial. Soyez assurés que je ne serai jamais impartial, que mon corps sera toujours avec les pauvres de mon pays et de cette grande patrie appelée Amérique latine, mais que j'essayerai de ne jamais perdre mon objectivité. Je crois, Michel, je crois aux sociétés avec des marchés, mais pas aux sociétés des marchés, où les vies, les gens et la société elle-même deviennent une marchandise de plus. Le marché est un grand serviteur, mais un très mauvais maître. La société ne peut pas être subordonnée aux besoins mercantiles. C'est le marché qui doit être subordonné aux nécessités sociales. Je crois en la liberté individuelle, que certains réduisent à la non-intervention. La vraie liberté est la non-domination. Dans des régions aussi inégales que l'Amérique latine, seule la recherche de justice aboutira à la vraie liberté. Et cela ne sera pas possible avec les prétendues mains invisibles, qui, comme l'a dit Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie, du fait qu'elles soient invisibles, personne ne l'a encore vu. Au contraire, la justice se fera grâce à des mains très visibles, à travers des processus politiques qui, au bout du compte, sont la façon dont la société prend ses décisions consciemment. Je pense que le développement est essentiellement une question politique. Seulement, en un 200 ans, viennent les questions techniques. Le problème fondamental est de savoir qui commande dans une société, les élites ou les grandes majorités, le capital ou les êtres humains, les marchés ou la société. Nous devons défendre la politique. La diabolisation du pouvoir politique en Amérique latine
Elle est une des stratégies pour immobiliser le processus de changement. L'Amérique latine a toujours été dominée par des élites qui ont exclu la grande majorité des gens des bénéfices du progrès. Je dirais même que les attitudes rentières des élites latino-américaines les ont aussi empêchées d'obtenir certains progrès pour elles-mêmes. Aujourd'hui, globalement, nous sommes dominés par les intérêts du grand capital, ce que j'appelle l'empire du capital, notamment le capital financier. C'est l'essence même de la révolution citoyenne, le changement des rapports de force en faveur de la grande majorité. La transformation de l'État bourgeois, qui représente une minorité, dans un État véritablement populaire, en fonction du bien commun, de l'intérêt général. Je ne partage pas l'enthousiasme pour une mondialisation qui essaie de créer un marché mondial et non pas une société mondiale. Une mondialisation qui ne vise pas à enfanter des citoyens du monde, mais seulement des consommateurs mondiaux. Je ne comprends pas comment les pays riches pourront justifier éthiquement aux générations futures la recherche d'une plus grande mobilité de marchandises et de capitaux, tout en pénalisant et même en criminalisant de plus en plus la mobilité humaine. La solution n'est pas plus de murs ou de divisions. La solution est plus de solidarité, de prospérité et de paix pour la planète. Et la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix est avant tout présence de justice, de développement, de droits humains. Gandhi, Michel l'a dit, Gandhi le disait déjà, la pauvreté est la pire forme de violence. La paix sans justice, c'est simplement la pacification. L'opulence insultante de quelques-uns en Amérique latine, à côté de la pauvreté les plus insupportables, sont aussi des balles quotidiennes contre la dignité humaine. Vaincre la pauvreté est le plus grand impératif moral de la planète, car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la pauvreté n'est pas le résultat de la pénurie de ressources ou des facteurs naturels, mais le résultat des systèmes injustes et exclusifs. Je tiens aussi pour évident que tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Ces mots font partie d'un des plus beaux documents de l'histoire, la Déclaration d'indépendance des États-Unis, dont le principal auteur fut Thomas Jefferson. Le problème, c'est que Jefferson lui-même avait environ 600 esclaves. L'égalité, le droit à la vie, la liberté, le bonheur ne devraient pas être seulement pour notre environnement immédiat, mais pour tous les êtres humains. Je considère que l'ordre mondial n'est pas seulement injuste, il est immoral. Tout est subordonné aux normes les plus puissantes et les deux poids, deux mesures se propagent partout. On parle de combattre la corruption, mais les paradis fiscaux sont toujours là. On combat les drogues, mais pas les armes, qui toutefois débordent des ressources indispensables, sont dépensées pour les acheter, et puis quand elles sont utilisées. Dans la nouvelle injuste division internationale du travail, les biens publics mondiaux produits pour les pays du Sud, tels que les biens environnementaux, doivent être libres, tandis que les biens publics produits pour les pays hégémoniques, tels que les connaissances, sont privatisés et il faut payer pour avoir accès. Comme le disait Trasimac il y a plus de 2000 ans, dans les dialogues de Platon, le juste n'est autre chose que l'avantageux au plus fort. Je crois fermement au pouvoir de la transformation de la science et de la technologie. De plus, je dépose dans ce pouvoir, dans cette science et cette technologie, une grande partie de mon espoir pour l'avenir de la planète, la durabilité de notre mode de vie, la possibilité de parvenir à un bon vivre pour toute l'humanité. Il y a longtemps que je pense que toute tentative de synthétiser un principe et loi simpliste, qu'elle s'appelle matérialisme dialectique ou égoïsme rationnel,
des processus aussi complexes que le progrès des sociétés humaines est condamné à l'échec. Et je suis également convaincu que le progrès scientifique et technologique peut engendrer beaucoup plus de bien-être et être le plus grand moteur de changement social que n'importe quelle lutte de classe ou la recherche du profit individuel. Le développement de l'agriculture a transformé l'humanité nomade en sédentaire. La révolution industrielle l'a transformée de rurale en majoritairement urbaine. Et plus récemment, l'avancée spectaculaire des technologies de l'information a transformé les sociétés industrielles en sociétés de la connaissance. Je crois que les systèmes politiques, économiques et sociaux qui prévaudront à l'avenir seront ceux qui permettront les plus grands progrès scientifiques et technologiques, mais aussi, et c'est très important, les meilleures applications pour le bien commun. Je crois en la nature, la Pachamama, la source de la vie. Mais je crois aussi que bien que l'être humain ne soit pas la seule chose importante dans la nature, il reste la chose la plus importante. Je crois au pouvoir du cerveau humain. Les idées sont la seule ressource illimitée de l'humanité. Préoccupons-nous pour l'avenir, mais ne soyons pas pessimistes. Soyons maladivement optimistes et essayons de rendre cette maladie très contagieuse. Je crois encore à la passion et à l'engagement des générations futures qui doivent apprendre de nos erreurs. Je crois au pouvoir de l'utopie, comme disait mon bon ami Eduardo Galeano, écrivain uruguayen, auteur du livre Les veines ouvertes de l'Amérique latine, mort il y a 12 ans. L'utopie est à l'horizon. Je m'approche de 2 pas, elle s'éloigne de 2 pas. J'avance de 10 pas et l'horizon s'enfuit 10 pas plus loin. À quoi sert l'utopie? Elle sert à cela, à cheminer. Merci encore à l'Université Grenoble-Alpes pour cet honneur que je reçois comme un hommage à mon peuple. Merci beaucoup. Bien, merci énormément, merci infiniment pour ce discours qui est plus qu'un discours, qui est véritablement une leçon d'humanité, une leçon d'humanisme et à mon sens une leçon de ce que l'économiste doit être dans la société, qui ignore souvent le pouvoir qu'il a et ce qu'il peut et doit en faire. Nous vous remercions très sincèrement. Voici venu maintenant le moment solennel où la présidente de l'Université Grenoble-Alpes, Madame Lise Dumazy, va remettre au professeur et président Correa à la fois le diplôme, l'épitoge et la médaille qui couronne le doctorat honoris causa. Je pense qu'il est peut-être préférable de venir ici, si vous voulez venir. Je vous laisse... Oui, peut-être par ici. Professeur Rafael Vicente Correa Delgado, conformément à la délibération du conseil d'administration de l'Université Grenoble-Alpes, et au vu de l'avis favorable du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, j'ai l'honneur, au nom de notre communauté universitaire, de vous conférer le titre de docteur honoris causa de notre université et de vous en remettre les insignes, l'épitoge, la médaille et le diplôme. L'épitoge en principe.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, nous allons à nouveau écouter le quatuor du campus pour clôturer cette cérémonie. Donc, j'appelle les musiciens du quatuor en espérant qu'ils ne s'en sont pas trop éloignés. Normalement, il y a un concert terminal. Non? Bon. Si, les voilà, les voilà. Ils arrivent. Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup. La cérémonie est maintenant terminée. Je voudrais, avant que nous nous quittions, saluer des personnes et remercier notamment toutes les personnes qui, sur le plan politique, administratif, organisationnel et technique, ont permis que cette cérémonie se tienne. Et se tienne, je crois, dans de bonnes conditions, peut-être mis à part un peu des conditions de température qui sont, ma foi, assez frisquettes. Merci à toutes et à tous, en tout cas. Et puis, je vous donne rendez-vous pour d'autres événements de ce genre ou d'un autre genre. Et entre-temps, d'ici là, explore more, comme on dit maintenant dans notre université. Merci.